Merci pour votre présence et bienvenue dans ce premier webinaire du cycle de printemps que j'ai l'honneur d'inaugurer aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Hélène Givron, je suis psychologue et docteur en sciences biomédicales et je travaille actuellement comme maître de conférence à la faculté de médecine de l'Université de Namur, donc en Belgique. Et depuis peu, j'ai la chance d'être également co-responsable du groupe thématique communication professionnelle en santé de la CIFEM, aux côtés de Claude Richard et Marie-Thérèse Lucie. Et donc, concernant ce groupe thématique, justement, une part importante de nos réflexions concerne les stratégies de formation les mieux adaptées pour préparer les futurs professionnels de la santé à une communication professionnelle de qualité. Et c'est dans ce contexte-là que ces webinaires ont été élaborés et donc les trois thématiques sélectionnées. Mais aujourd'hui, moi, je suis là en tant que modératrice, puisque la personne que vous êtes venue écouter, c'est le docteur Pascal Boulet, qui est médecin généraliste en cabinet à Bon Secours, professeur associé au département de médecine générale de la faculté de médecine de Rouen et promoteur de la supervision SODEV à Rouen. C'est justement de cela qu'il est venu nous parler aujourd'hui, puisque pour rappel, le titre de ce webinaire est la supervision vidéo dans l'enseignement des compétences communicationnelles en médecine. Donc la présentation durera une trentaine de minutes. Ensuite, il y aura 25 minutes d'échange. La présentation sera enregistrée, elle est déjà en cours d'enregistrement. Les échanges, par contre, ne seront pas enregistrés. Si vous souhaitez intervenir, il y a un chat, donc des questions-réponses sont possibles. On vous propose d'intervenir après la présentation. Vous pourrez également lever la main pour vous exprimer. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire et je vous cède la parole, Dr Boulet. Merci bien, Madame Givron. Ravi d'être avec vous et merci à la CIFEM de m'accueillir pour pouvoir parler de la supervision par vidéo. Je suis ravi que cette thématique vous intéresse parce qu'elle me semble effectivement un élément important qui peut intervenir dans la qualité de la communication qu'on veut voir acquérir par nos étudiants en médecine. Donc, je vais vous faire une présentation que j'espère passionnante pour vous. Voilà, donc cet outil-là a été développé à la faculté de Rouen avec une équipe qui était constituée autour du professeur Philippe Nguyental, du docteur Baptiste Chauvin, et rejoint actuellement par le docteur Paul Quillard pour développer cette supervision par vidéo. Donc, cette supervision par vidéo, on a parti du postulat en fait que la bonne communication en soins premiers, donc en médecine générale, était un élément absolument indispensable pour la qualité des soins, pour pouvoir améliorer les soins de nos patients. Alors, plein d'études ont montré effectivement qu'il y avait une relation entre communication et efficience des soins. Notamment, il y avait une étude européenne qui parlait en 2002 de l'écoute et la décision partagée et qui montrait que environ 55% des patients se disaient écoutés durant la consultation, que les explications étaient claires que pour 57% d'entre eux, et que finalement, on a aboutissait à une décision partagée qui était d'environ 50% des cas. Donc, on voit bien qu'il y a une écoute et une décision partagée qui se fait dans certaines consultations, pas dans toutes. Donc, je pense qu'il y a de la matière, en fait, à travailler cette communication. Et ce défaut de communication ou cette absence de communication a été mis en évidence dans une étude par Zolnierek en 2009, qui montrait que la mauvaise communication entraînait une non-adhésion du patient, et cette non-adhésion augmentait de 19% lorsque la communication était mauvaise. Et par contre, lorsque la formation était bonne, ou meilleure, disons, la chance d'adhésion était multipliée par environ 1,6. Donc, voilà. Donc, divers d'autres travaux comme ceux d'Evans en 1991 ont bien montré qu'il y avait une meilleure efficience pour la prise en charge du patient lorsque la communication était bonne. Et puis, d'autres travaux en 2016 sur la communication durant les études ont montré que finalement, les résidents, par exemple en pédiatrie, puisque cette étude portait sur des étudiants en pédiatrie, la communication était nettement meilleure lorsque l'analyse était faite par un senior et l'analyse était constructive à partir de la consultation qui était filmée cette fois-ci. Donc, on voit bien que
l'enseignement en communication délivré durant les études porte ses fruits, à tel point qu'il y a une étude de Tavera et Gomez en 2016 qui a montré que cette efficacité perdurait durant 3 ans après que les étudiants aient été formés, et ça perdurait notamment sur la collecte d'informations, ça perdurait sur l'empathie. Par contre, il montrait également qu'il y avait un déclin sur des capacités à la structuration de l'entretien et sur le comportement non verbal. Donc, on voit bien que cette formation, elle est utile. Elle n'est pas non plus durable dans le temps. Je pense qu'il y a besoin éventuellement, même pour nous, praticiens, habitués à la communication avec nos patients, à revoir un petit peu des fondamentaux ou bien à s'améliorer par des formations, je dirais, dans le temps, pour remettre un petit peu à niveau nos compétences en communication. Et puis, pour ce qui est des étudiants, il y avait une autre étude qui avait été, plusieurs d'autres études, dans cette de Groner en 2015, qui avait bien montré que dans l'amélioration des tâches d'apprentissage était nettement meilleure lorsqu'on couplait le feedback oral à l'analyse de la vidéo qui avait été faite en consultation. Et donc, ça, il y a eu des travaux de McGeer aussi en 86 qui montraient ça. Et donc, l'amélioration de la mémorisation aussi a été montrée par une autre étude de Pinsky en 2000, qui montrait que finalement, lorsqu'on couplait la vidéo et le feedback oral, et bien finalement, il y avait une mémorisation de tout ce qui avait été échangé durant ce feedback de l'ordre de 65%, alors que finalement, si on faisait une visualisation seule de la vidéo, on avait une amélioration de 20% à peu près des processus dans la communication. Et puis, finalement, si on faisait simplement un récit seul de ce qui s'était passé durant la consultation, finalement, l'amélioration de la compétence en communication n'était que de l'ordre de 10%. Donc, on voit bien que, finalement, dans cette communication-là, il faut mettre en place des outils qui vont permettre d'améliorer la communication dans le cursus de formation de l'étudiant. Donc, chez nous, en France, un petit rappel, c'est que nous avons défini des compétences, puisque nous sommes sur l'approche par compétences. Nous avons défini des compétences que l'étudiant doit acquérir durant sa formation. Je les cite rapidement: le premier recours, l'urgence, la certitude, l'approche globale, l'éducation, la prévention, la continuité, le professionnalisme, et puis surtout cette compétence auquel on tient beaucoup, qui est la relation, la communication, l'approche centrée autour du patient. Donc, ça nous semble les éléments essentiels sur lesquels l'étudiant doit être formé, et qui nous fait dire que s'il acquiert l'ensemble de ces compétences tout au long de sa formation, eh bien, on va en faire un bon médecin et qui va être en capacité de bien prendre en charge ses patients. Donc, cette compétence en communication, elle se décline ainsi. Donc, c'est la capacité à construire une relation avec son patient, son entourage, mais aussi avec les différents intervenants de santé, les institutionnels. Et pour ça, il doit utiliser tous les contextes, les habiletés communicationnelles et tout ça pour pouvoir mener des entretiens qui vont être dirigés vers le patient avec une écoute active, empathique, pouvoir expliquer ses décisions et les partager avec le patient et tenir compte des décisions ou bien des avis du patient aussi. Alors, comment ça se passe chez nous? Un petit rappel pour ceux qui ne sont pas en France, parce que ça conditionne quand même le type d'outils que nous avons mis en place, et notamment cette supervision vidéo. On voit bien là qu'on est avec le PASS et le LAS, qui sont les premières années d'entrée en faculté de médecine. Et en beige, vous avez ces formations, les FASM 1, 2, 3, qui sont les niveaux d'externat, dans lequel, effectivement, on est plutôt orienté vers de l'acquisition des connaissances plutôt que l'acquisition des compétences. Celles-ci vont intervenir plutôt durant l'internat. Et donc, la place de la communication en second cycle, mais finalement, elle est assez succincte, puisqu'il y a un seul item sur 362 que les étudiants doivent, je dirais, acquérir, et qui parle de la communication avec son patient et son entourage, notamment sur l'annonce d'une maladie grave ou d'un dommage lié aux soins. Cette compétence en communication, elle est enseignée dans environ la moitié des facultés, pas tout à fait, et aussi à partir d'échos, d'examens objectifs structurés pour faire l'évaluation de la compétence en communication
et la relation médecin-patient. Donc, vous voyez que durant le second cycle, la communication est vraiment le parent pauvre et on est plutôt axé sur l'acquisition des connaissances. Durant le troisième cycle, on va plutôt se pencher sur la relation médecin-patient. Celle-ci va devenir plus importante, mais ça nécessite quand même des habiletés communicationnelles qu'il faut mettre en place. Ça nécessite un enseignement, mais on s'aperçoit, et ça c'est une étude qui a été menée par le docteur Florence Adeline Duflo et le docteur Jonathan Diana, qui sont à Créteil, et qui ont montré que finalement, il y avait une grande hétérogénéité durant cette formation de médecine générale pour les internes de médecine générale, et que finalement, c'était enseigné dans 73% des départements de médecine générale avec diverses méthodes qui allaient des cours magistraux aux ateliers, aux jeux de rôle et surtout aux groupes d'échange de pratiques. La communication en elle-même, finalement, était axée autour de thématiques qui étaient l'annonce d'une mauvaise nouvelle, la communication avec la famille, ou bien l'enfant et l'adolescent, et reposait à peu près sur les mêmes méthodes. Donc, on voit bien que la communication se faisait à partir de systèmes ou d'éléments d'enseignement qui ne sont pas en situation authentique. Donc, finalement, on a réfléchi à Rouen, et là, on doit ça au docteur Blandine Millet et Lucille Pellerin, et avec le docteur Paul Tillard à présent, pour un enseignement, je dirais, plus global de la communication tout au long des 3 années de formation des médecins généralistes. Et donc, cet enseignement de la communication va être travaillé avec plusieurs outils. Bien sûr, la supervision vidéo, on va en reparler plus loin, mais je voulais quand même mentionner cet outil qui est récemment installé par le docteur Blandine Millet et Lucille Pellerin, qui s'appelle la COSIR, donc la consultation simulée avec rétroaction. Et ça, c'est un élément important parce qu'on va aussi, en dehors de la situation authentique, faire travailler l'étudiant à partir d'une consultation simulée avec des acteurs qui vont jouer une consultation. Et donc, cette consultation simulée va être analysée ensuite avec un psychologue, un spécialiste en communication, pour voir un petit peu quelles ont été les aptitudes de l'étudiant sur le plan communicationnel face à cette situation et avec son patient. Donc, c'est aussi très formateur de regarder un petit peu dans un contexte un petit peu plus abstrait, je dirais, que la situation authentique en consultation de médecine générale, pour voir un petit peu ce qui se passe lorsqu'on est confronté à une situation un peu problématique. Et donc, il y a aussi des ateliers thématiques qui vont être axés sur les annonces d'une mauvaise nouvelle qui vont se dérouler durant ces 3 années de DES, et des jeux de rôle de communication qui vont aussi être mis en place et qui sont déjà mis en place. Et puis, la supervision par vidéo, avec observation directe, avec enregistrement vidéo, elle arrive essentiellement sur la 3e année de formation de médecine générale, où là, on va demander à l'étudiant de se filmer en situation authentique avec un patient qui aura accepté d'être filmé durant sa consultation. Et à ce moment-là, on va débriefer avec le maître de stage pour voir un petit peu ce qui se passe. Début aussi d'une supervision par vidéo en première année de formation de médecine générale, mais c'est encore à l'étude, c'est encore en train d'être installé, et on essaye de voir un petit peu quel peut être l'attrait de développer cette supervision vidéo chez des internes qui sont débutants dans le cycle de formation de médecine générale. Alors, je voulais vous placer juste très rapidement qu'est-ce que c'est que notre formation en médecine générale, à Rouen principalement, parce que je ne peux pas vous présenter l'ensemble de la maquette pour toutes les facultés, parce qu'elles peuvent être un petit peu différentes, mais grosso modo, c'est ça. Donc, vous voyez ici sur la partie gauche de votre écran la phase socle qui s'appelle et qui comporte 2 stages, stage urgence, donc dans les services d'urgence, et un stage qui se passe en médecine générale, où là, on pourrait essayer d'implanter la supervision vidéo, puisque là, on a des situations authentiques. Et puis, à la fin de la formation, dans la 3e année, il y a soit un stage santé de l'enfant, soit un stage santé de la femme ou médecine polyvalente, et un stage de mise en autonomie qu'on appelle SASPAS chez nous, et qui est donc la mise en autonomie totale de l'étudiant qui va consulter seul avec un débriefing ultérieur en fin de journée avec son maître de stage pour évaluer ce qui s'est passé durant la consultation. Donc, vous voyez que sur les 3 années de formation, il y a pratiquement qu'1 an de stage de médecine générale véritable, avec maintenant un petit peu plus de stage de l'enfant et stage de la femme
qui peuvent être mis en mode libéral plutôt qu'en mode hospitalier. Donc, nous avons peu de temps pour développer la compétence, pour regarder comment l'étudiant travaille cette compétence en communication en situation authentique. Donc, pour regarder comment se travaille cette compétence en communication, on part d'une histoire clinique qui est présentée par un patient durant la consultation et qui ramène son enfant pour parler un petit peu de la problématique de cet enfant. Et donc, cette situation clinique va être analysée. Pour être analysée et travaillée, l'étudiant va développer des processus avec son patient, et notamment, il va se présenter, il va interroger le patient, va faire un entretien, un examen clinique et aboutir à un projet de soins thérapeutiques qu'il va partager avec son patient, aboutir à une décision partagée et envisager éventuellement la prévention. Tout ça, ce sont des actes que nous réalisons nous-mêmes en tant que médecins généralistes de manière, je dirais, quasiment automatique, bien sûr, avec l'expérience que nous avons. Mais pour l'étudiant, ce n'est pas si, je dirais, inné que ça. Et donc, il a besoin de formaliser un petit peu les tâches à exécuter. Et on a besoin, nous, médecins enseignants, de lui montrer exactement ce qui se passe durant la consultation. Et donc, cette grille d'observation a été créée par Claude Attali à partir de la grille Calcari-Gandbridge, qui est bien connue de tous, pour référencer un peu les tâches d'apprentissage, on peut appeler ça comme ça, que nous menons durant notre consultation et que l'étudiant doit être en capacité de maîtriser pour bien prendre en charge son patient. Et on s'aperçoit que finalement, ces tâches d'apprentissage, elles sont reliées à un certain nombre de compétences, les fameuses compétences dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et quand on voit ces tâches d'apprentissage correctement maîtrisées par notre étudiant, on peut évaluer effectivement la progression de l'étudiant dans diverses compétences au fil de sa formation, au fil des 3 ans de formation. Donc cet outil-là, cette façon de procéder et d'analyser est intéressante, mais de toute façon, nous avons pour évaluer notre étudiant durant ces stages en autonomie et ces stages en supervision directe, plusieurs modalités. La supervision directe, et donc où le médecin est là présent avec son étudiant, il observe son étudiant agir, il va évaluer un petit peu les soins et les compétences mis en place et que l'étudiant va acquérir, dans lesquelles il progresse. Et suite à cette supervision directe, à ces moments où l'étudiant est mis en supervision directe, le maître de stage va réaliser avec son étudiant une rétroaction, mais qui souvent va se baser sur ce que l'apprenant, l'étudiant a retenu de cette consultation, ou bien ce que le maître de stage en a compris lui aussi, étant acteur, évaluateur, observateur de la consultation, mais souvent acteur aussi, et donc regardant un petit peu si le soin est quand même bien administré au patient. Parfois, cette évaluation est un petit peu entachée par la consultation et les actes de soins qui se déroulent durant cette consultation. Et puis, cette supervision directe elle peut aussi être, je dirais, un petit peu limitée parce que le maître de stage étant présent durant la consultation, l'étudiant n'est pas, je dirais, libre de ses actes, de ses paroles totalement. Il a cette présence du maître de stage qui l'embarrasse un petit peu, comme il s'est souvent dit durant les différentes études. Et puis, finalement, il y a un décalage entre cette hétéro et cette auto-évaluation que fait l'étudiant, chacun ne percevant pas la même chose de ce qui s'est passé durant la consultation. Autre méthode de supervision, donc celle-là se passe durant le stage de SASPAS, en 3e année de médecine générale. Et là, le maître de stage laisse son étudiant mener la consultation en totalité. La rétroaction ensuite ne se base que sur le rapport de l'étudiant. Et donc, la mémorisation des consultations doit être fidèle, si tant est que cela puisse se passer réellement au fil des consultations. Il est parfois difficile de rapporter tout ce qui s'est passé durant la première consultation, alors que l'étudiant en a vu 5, 6 ou 7 patients les uns derrière les autres durant l'après-midi. Et donc, finalement, on va
plutôt faire une évaluation du contenu du soin, éventuellement, mais il va être plus compliqué d'aborder la composante relationnelle et de voir un petit peu comment cette composante relationnelle, cette composante communicationnelle a eu un impact sur la prise en charge du patient. Donc, en fait, évaluer la performance, c'est quand même un challenge relativement difficile durant la supervision. Et donc, on essaye du mieux que l'on peut, effectivement, en tant que maître de stage, lorsqu'on évalue la performance de l'étudiant, de diminuer la distance qui sépare la performance observée de la performance souhaitée, de manière à ce que l'étudiant augmente et acquiert des compétences au fil des stages. Donc, qu'est-ce qu'on a comme outil de supervision? Ben, finalement, des entretiens qu'on fait avec notre étudiant à des temps déterminés. Chacun le détermine comme il le veut durant son activité de médecin généraliste. Et puis, eh ben, on a divers outils qui vont de l'analyse de la consultation avec le dossier jusqu'à l'entretien d'explicitation pour essayer de voir un peu le processus mental qui a eu lieu avec l'étudiant, pour prendre sa décision thérapeutique, essayer de l'amener à changer de façon de faire avec des entretiens de type motivationnel, si besoin, pour l'amener à modifier ses savoirs-agir et améliorer ses compétences. Mais tout ça, c'est toujours selon ce que nous rapporte l'étudiant. Et là, coup de tonnerre, merveilleux, 2016, une équipe du DM du département de médecine générale de Rouen a fait un voyage à l'occasion d'un congrès de la CIFEM au Canada, et nous visitons des cliniques qui sont éparpillées un petit peu sur le territoire autour de Québec. Et dans l'une d'entre elles, révélation, nous voyons cette caméra fixée au mur avec cet interrupteur qui permet effectivement à l'étudiant de couper la caméra. Et dans la salle d'à côté, le médecin qui peut visualiser, soit en direct, soit en différé, ce qui se passe durant la consultation. Et nous repartons avec l'absolue certitude que cette méthode pédagogique, cette méthode d'évaluation en situation, je dirais, authentique, bien que le maître de stage soit absent de la consultation, permettrait d'évaluer mieux les compétences de l'étudiant, sa façon d'agir, sa façon d'être, et donc l'ensemble des compétences pourraient être travaillées, et notamment la compétence communicationnelle. Et donc, on se dit, pourquoi pas importer ça en France, noter. Nous commençons à travailler à Rouen là-dessus pour éventuellement le diffuser dans la région, dans le département de Seine-Maritime, l'implanter dans nos cabinets et pourquoi pas faire en sorte que ça reparte ensuite par un moyen ou par un autre à travers la France ou d'autres pays. Et nous espérons bien diffuser cette méthode de supervision, si ça peut s'appliquer à d'autres systèmes d'enseignement de la communication à travers d'autres pays. Donc, le parcours, finalement, nous avons commencé à travailler ça pendant pas mal d'années à Rouen, cette supervision vidéo avec un comité de pilotage aussi national et le Collège national des généralistes enseignants qui nous a appuyés et nous a laissé la main libre pour mettre en place cet outil-là à Rouen et voir un petit peu comment ça se passait. Plusieurs enquêtes ont été développées initialement. La thèse du docteur Jacquet pour voir un petit peu comment ça se passait au niveau national et international. On s'est dit qu'il fallait faire ça parce que peut-être que tout était déjà fait ailleurs et qu'on n'avait finalement pas besoin de réinventer une supervision vidéo. Il suffisait simplement de copier ce qui se faisait ailleurs. Mais le docteur Baptiste Chauvin, heureusement, a travaillé tout ça pour nous mettre au point un protocole. Le docteur Clément Pailloux, ensuite, a fait une étude pour voir un petit peu quel était le ressenti des patients. Et puis, cette supervision vidéo telle qu'elle est installée à Rouen, finalement, ça n'est pas simplement que le maître de stage qui va aller évaluer avec son étudiant quelles ont été les compétences mobilisées et les difficultés qu'a pu ressentir l'étudiant pour l'amener à changer sa façon d'agir avec le patient. Il est demandé à l'étudiant, durant sa formation, de faire un retour pédagogique et donc de développer, de mettre en place une trace dans son portfolio. Et cette trace nous permet de voir quelles sont les tâches d'apprentissage qui sont travaillées, quelles sont les compétences qui sont mobilisées, quelles ont été les prescriptions pédagogiques
éventuellement que l'étudiant a retenu. Et nous lui avons demandé aussi, à la fin de ces séquences de supervision qu'il a réalisées avec son maître de stage en consultation, de nous présenter, lui, de nous donner son avis sur cette méthode pédagogique, un petit peu sur l'outil et sur la méthode pédagogique. Donc, voilà un petit peu. Donc, je vous représente cette enquête rapidement qui vous dit que finalement, sur quelques pays qu'on a interrogés, qu'on a réussi à interroger, parce que certains n'ont pas répondu, donc sur les 34 pays qui ont répondu à notre enquête, 35% pratiquaient la SODEV, avec parfois des utilisations qui étaient déjà très très longues. Évidemment, je passe sur le Canada, qui est notre modèle pour nous Français, avec une utilisation très longue, mais la moyenne d'utilisation était de 17 ans, avec une utilisation qui était plutôt formative, mais également évaluative. Et donc, les commentaires qui étaient donnés par les participants disaient qu'il y avait un avantage par rapport à l'observation directe et une très nette efficacité pour évaluer et permettre à l'étudiant de s'améliorer. Par contre, était souligné effectivement que c'était chronophage et que parfois il fallait faire face au refus des étudiants. Donc, on a bien vu que ce n'était pas installé de manière, je dirais, tranquille partout dans tous les pays. Ce qui freinait à l'international essentiellement, c'était la méconnaissance du concept et puis un petit peu les obstacles juridiques. Les obstacles matériels aussi pouvaient être aussi un élément qui pouvait freiner l'installation de la supervision vidéo. En France, par contre, c'était le néant total, on peut dire ça comme ça, puisque finalement, il y avait que la SODEV était pratiquée que dans 3,8% des gens qui étaient interrogés, c'est-à-dire 3,3% des maîtres de stage universitaires en France. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Il y avait une pratique qui était totalement hétéroclite, qui était laissée à la libre appréciation de chaque maître de stage pour faire comme il voulait sur le plan pédagogique. Et donc, on s'apercevait que le consentement du patient n'était pas toujours délivré, n'était pas toujours demandé, l'accord d'interne, oui, que le nombre de consultations filmées était variable, que la rétroaction ou la conservation, ce n'était pas toujours effectivement bien standardisé. La destruction était parfois des vidéos dépassées parfois plus de 7 jours. Et puis, on retrouvait aussi ces plaintes ou ces commentaires qui disaient que c'était chronophage et que donc, finalement, il y avait une grande appréhension, une grande réticence à la fois des internes, mais à la fois des maîtres de stage. Et les maîtres de stage, finalement, disaient que c'était plutôt la méconnaissance du concept qui les freinait, plutôt que les obstacles matériels, tandis que quand on a interrogé des maîtres de stage qui appartenaient à des départements de médecine générale, on s'est aperçu que finalement, c'était plutôt l'obstacle matériel qui les gênait, parce que il fallait quand même avoir ces caméras et comment est-ce qu'on pouvait implanter ces caméras-là dans les lieux de stage. Alors, merci au docteur Baptiste Chauvin, qui a réalisé un travail finalement qui a permis de poser la première pierre de la SODEV en France et qui nous a, sur l'ensemble du travail, en proposant d'expérimenter à certains maîtres de stage la supervision vidéo, a permis de formaliser un protocole qui résumait un petit peu ainsi, c'est-à-dire de réaliser 3 séquences d'enregistrement sur un semestre, 3 séquences d'enregistrement vidéo avec analyse de la consultation filmée à chaque séance. Et donc, on sélectionne pour faire la supervision vidéo 1 à 3 consultations par séance qui doivent être analysées. Et puis, cette supervision qui est faite par son maître de stage et son étudiant doit être préparée et donc on doit définir au préalable quels sont les objectifs de chaque séquence de supervision pour ne pas s'éparpiller dans un travail qui peut être très chronophage à ce moment-là. Elle était basée et structurée grâce à la grille de Calcari-Gambridge pour pouvoir avoir un guide et travailler certaines tâches d'apprentissage et donc certaines compétences. Alors, nous avons vite compris et on nous a vite fait comprendre également, bien sûr, que tout ça, ça ne pouvait pas se passer d'une manière, je dirais, simple et de manière avec un accord entre maîtres de stage. On a vite compris grâce
à notre Data Protection Officer, qui est donc le délégué à la protection des données en France, que les données qui sont recueillies durant les consultations, ce sont des données extrêmement sensibles et qui doivent être encadrées par des procédures et un cadre légal. Ça a été la base du travail de mon côté pour mettre en place le cadre légal qui permette de faire fonctionner dans tous les cabinets médicaux cette séquence de supervision. Il nous fallait des outils aussi pour travailler correctement et c'est là qu'on a repris cette grille qui a été mise en place par Claude Attali, Mathieu Bansard et Cécile Renaud et à laquelle j'ai participé également sur un deuxième temps pour mettre en place la compétence professionnelle. Et il nous fallait une grille pour réaliser une bonne rétroaction. Et il nous semblait que cette grille nous semblait plus détaillée, reprendre plus d'éléments que la grille Calcari-Gondry. C'est pourquoi nous l'avons adoptée. Et puis surtout, c'est parce qu'elle reliait les tâches d'apprentissage à maîtriser durant la formation que suivait l'étudiant aux compétences et finalement, qu'est-ce qu'on attendait comme tâche d'apprentissage en fonction de l'avancée de l'étudiant durant sa formation, durant ces 3 années de test. Donc, on avait un outil qui nous facilitait un petit peu, je dirais, l'encadrement et qui aidait le maître de stage à bien savoir qu'est-ce qu'il devait travailler au tout début comme tâche d'apprentissage avec son étudiant et qu'est-ce que celui-ci devait acquérir en fin de stage et maîtriser en fin de stage. Et puis, il nous fallait aussi un outil pour pouvoir filmer. Et donc, on s'est penché sur quels éléments pouvaient nous aider à filmer ces consultations pour que ce soit de bonne qualité et que ce soit facile à manipuler par tout le monde. Alors, je vous reparle rapidement du cadre légal. En France, il y a quelques articles du Code de santé publique qui disent que, évidemment, tout ce qui se passe durant la consultation est couvert par le Code de santé publique, par le secret médical, pardon. Et donc, il a bien fallu trouver un moyen de s'arranger pour que le patient puisse être filmé et que cette vidéo de la consultation puisse être regardée dans un deuxième temps. Mais on a dû faire face à ce que cette loi qui est relative à l'informatique et aux fichiers et aux libertés qui dit qu'on ne doit pas collecter d'informations, de données à caractère personnel, sauf dans la mesure où la finalité du traitement l'exige, et ne sont pas soumis les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès. Donc, il a fallu développer un protocole, un accord pour que finalement le patient puisse donner son accord à être filmé. Et puis, il y a cet article 9 qui dit qu'il y a le respect de la vie privée, le droit à l'image. Et donc, il a fallu introduire aussi cette clause pour que chacun puisse bénéficier de ce respect de la vie privée qui est tout à fait normal, tant pour le patient que pour l'étudiant qui peut très bien aussi dire « je ne souhaite pas être filmé et me voir et être analysé en vidéo ». Et donc, à charge à un maître de stage d'analyser les raisons un petit peu de cet étudiant, mais ça peut nécessiter d'être respecté, bien sûr, pour ne pas le mettre en difficulté. Et donc, ce cadre légal, il est basé sur le RGPD et puis le règlement général de la protection des données, qui est un règlement européen et qui concerne les données personnelles qui sont recueillies durant la consultation. Et c'est délégué à la protection des données qui s'occupe de veiller à la conformité de ce qu'on met en place comme protocole vis-à-vis du RGPD. Et ça, c'est un élément intangible, obligatoire, de manière à pouvoir démarrer des séquences de supervision à l'intérieur de chaque faculté. Et donc, chaque faculté doit faire signer ce protocole qu'il mettra en place avec son DPO, s'il y en a un. Sinon, s'il n'y a pas de DPO, ce qui est quand même relativement rare maintenant, s'il n'y a pas de DPO, c'est le président de l'université qui est responsable du traitement et qui est en charge d'enregistrer ce fichier au registre de l'université. Donc, il est indispensable de pouvoir se mettre en contact avec son DPO pour les facultés qui voudraient mettre ça en place. Après, dans les autres pays, je ne connais pas les cadres légaux qui peuvent exister. Et donc, il va y avoir certainement des procédures qui doivent être différentes, mais qui doivent être respectées, je le pense. Donc, finalement, il nous fallait un outil qui était une caméra, un autre outil qui était une grille, et finalement un support commun qui était la consultation filmée. Et finalement, on voit bien sur cette présentation, sur cette diapositive, que finalement,
on va se servir du même support pour faire une analyse, tant du côté de l'étudiant qui va regarder un petit peu ce qui s'est passé, qui va l'analyser, qui va prendre du temps pour comprendre un petit peu quel était son cheminement et voir un petit peu s'il a eu des difficultés ou au contraire des facilités, bien sûr, avec son patient pour mettre en place le projet de soins. Et puis, de l'autre côté, avec le même support, le maître de stage, le MSU, va faire son analyse également et va prononcer un diagnostic pédagogique, voir un petit peu ce qu'il pense avoir été l'élément qui peut avoir gêné l'étudiant et lui proposer éventuellement, si l'étudiant n'a pas trouvé par lui-même comment faire, une manière de s'améliorer sur ses compétences, soit dans le soin, soit dans la compétence relationnelle. Alors, l'autre outil dont je vous parlais, c'est cette fameuse caméra. Nous avons choisi une caméra Q2N. Et pourquoi cette caméra-là? Parce que c'est une caméra qui a finalement une meilleure capacité, un meilleur son que la caméra GoPro ou d'autres caméras qui sont des caméras d'action. Cette caméra-là, c'est une caméra qui est développée pour enregistrer des musiciens en activité et qui puissent analyser ensuite à la fois leurs gestes pour s'améliorer et le son, effectivement, qui doit quand même être, je dirais, de bonne qualité pour des musiciens. Donc, nous avons choisi un peu cette caméra-là. Elle a un angle de 160 degrés, ce qui fait qu'elle couvre bien. Et donc, il n'est pas nécessaire qu'elle soit très éloignée ni du patient ni du médecin pour pouvoir englober la salle de consultation. Et on peut régler son champ de vision plus ou moins étroit. Il y a un écran de contrôle à l'arrière de la caméra qui permet de voir si la caméra est bien positionnée. Elle est équipée de piles, mais les piles s'usent très rapidement. Donc, on a acquis un câble pour la brancher sur le secteur de manière à ce qu'on puisse avoir une autonomie de plusieurs heures. Et puis, une carte assez grande pour pouvoir stocker de la vidéo de bonne qualité. Ensuite, on peut retirer cette carte pour lire ça sur un ordinateur, mais il y a aussi tout un protocole que nous a fixé le DPO, qui est assez précis et qui dit que l'ordinateur qui va lire les vidéos ne doit absolument pas être couplé à Internet ni un système filière pour que finalement ces vidéos ne puissent pas se retrouver à l'extérieur du cabinet, captées par éventuellement ou par mauvaise manœuvre, se retrouver sur des réseaux sociaux et être livrées au grand public. Donc, afin de respecter le secret médical, bien sûr. Autre outil absolument indispensable, c'est cette grille d'observation des compétences que nous avons utilisée, dont je vous ai parlé, et qui reprend finalement les éléments de la consultation avec la présentation. Je vous ai présenté qu'une partie là, parce qu'elle est quand même relativement longue. Elle fait environ 3 pages avec la compétence professionnelle. Donc, elle détaille bien tout ce qui est à réaliser, tout ce qui peut être réalisé durant la consultation. On n'est pas obligé de réaliser tout ce qui se passe, tout ce qui est décrit sur cette grille d'observation des compétences, mais selon la consultation et l'orientation que prend cette consultation, elle peut être intéressante à explorer. Et donc, elle reprend les divers temps de consultation, la présentation, la démarche diagnostique, l'examen clinique, et voir la prévention, l'éducation, le suivi, la coordination, donc l'ensemble des compétences auxquelles on doit se former pour être un médecin généraliste. Alors, la composante de la grille, donc, c'est ce que je vous disais, elle reprend les éléments de la consultation. Vous allez un petit peu résumer les grands titres de cette grille-là sur ce panneau. Donc, vous voyez que finalement, on a ce qui se retrouve un peu dans la grille de Calcary-Cambridge avec la mise en place du diagnostic, le projet thérapeutique, la prévention, la continuité et l'action professionnelle du médecin dans son activité de médecin. Donc, elle reprend les éléments constitutionnels de consultation, elle relie les tâches d'apprentissage aux compétences, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, et donc elle indique les niveaux de compétences attendus en fonction du statut de l'étudiant. Donc, ça permet au maître de stage d'avoir un élément facile pour se repérer et pour repérer effectivement la progression de l'étudiant dans les compétences. Et donc, ça aide le maître de stage finalement à être pertinent dans sa supervision et ça lui permet de cibler les compétences qui n'ont pas été travaillées ou qui ont été insuffisamment abordées pour orienter l'étudiant sur la nécessité de se pencher sur telle ou telle compétence.
Alors, l'utilisation de la grille, il ressort qu'en fait, cette grille-là, il est nécessaire que l'étudiant et le maître de stage se l'approprient. C'est-à-dire il ne faut pas l'utiliser comme ça dès la première supervision. Je crois qu'un temps de travail par l'étudiant et le maître de stage, c'est de décortiquer, de lire et de comprendre les éléments qui sont contenus dans cette grille, de façon à ce que finalement le travail soit plus facile lorsqu'on abordera la supervision et l'examen, le contenu de la consultation. L'évaluation, elle peut être faite soit par l'interne seul au préalable, avec l'aide de la grille, et donc un temps nécessaire pour qu'il puisse regarder sa vidéo et l'analyser avec l'aide de la grille. On s'aperçoit que finalement, ça c'est très chronophage, puisqu'il faudrait imaginer que l'étudiant se filme et qu'ensuite il ait du temps pour regarder sa vidéo, l'analyser avec la grille, et qu'ensuite on reprenne ce même temps avec le maître de stage pour re-regarder la vidéo. On s'aperçoit que les maîtres de stage nous ont dit que c'était très, très, très chronophage de cette façon-là. Et donc, finalement, est arrivée une proposition pour gagner du temps, c'est que le maître de stage et l'étudiant regardent en même temps la vidéo, si l'interne ou l'étudiant accepte ça, sauf s'il a vraiment des problèmes pour se voir ou accepter d'être vu en vidéo par le maître de stage, auquel cas, il faut peut-être qu'il se regarde au moins sur une vidéo seule pour vraiment apprivoiser son image. Ce n'est pas toujours facile de se voir en vidéo, bien sûr. Et donc, il faut respecter ce temps de l'interne s'il est en difficulté. Mais sinon, pour gagner du temps, c'est que chacun, effectivement, regarde en même temps la vidéo et que finalement, à l'aide de la grille, on puisse regarder un petit peu ce qui a été fait. Si on a défini de travailler, je ne sais pas, la coordination, le suivi, ou bien la prévention, l'éducation thérapeutique, s'il y avait une consultation qui concernait cette thématique-là, et bien que finalement, on travaille avec la grille que sur cette partie-là, et l'interne, l'étudiant et le maître de stage vont coter en même temps, mais séparément, la vidéo qui concerne cette thématique-là. Donc, c'est ce que je vous disais, on travaille une partie de la grille selon les objectifs, et on travaille d'autant plus d'objectifs qu'on progresse durant le stage, parce qu'on acquiert de la capacité, de la vitesse de travail, et on manipule beaucoup plus de tâches d'apprentissage de manière automatique, et donc on peut en évaluer beaucoup plus au fil du stage. Par contre, cette grille, elle est absolument indispensable lorsqu'on fait la supervision vidéo, sinon on risque, si on n'a pas de structuration de cette supervision vidéo, de faire une évaluation, je dirais, superficielle de ce qui s'est passé durant la consultation, tant sur le plan communicationnel que sur le plan du soin, et finalement de ne pas travailler des objectifs précis et des compétences précises. Donc, comment ça se passe à Rouen? On va arriver un petit peu dans le côté pratique des choses. Cette séquence supervision à Rouen, il faut qu'il y ait d'abord un accord de l'interne pour être filmé, mais ça, à Rouen, maintenant, cette supervision vidéo est intégrée dans le processus de formation, donc elle est obligatoire. Donc, tous les internes ont une séquence de supervision vidéo, au moins en SASPAS, parfois certains en stage de premier niveau, en première année de formation. Mais surtout, il faut que le patient soit informé de l'objectif et de la réalisation, comment se réalise cette supervision vidéo. Donc, ça doit être donné par un affichage. Il doit y avoir un consentement qui est soit écrit, et à ce moment-là, conservé durant le temps que existe la vidéo, mais qui peut être aussi filmé. Et donc, l'accord oral filmé suffit, d'après le délégué à la protection des données, pour obtenir et valider le consentement du patient. Il faut positionner cette caméra de façon à englober à la fois le patient et le médecin, seulement pendant l'interrogatoire. Ce qui est intéressant en englobant les deux, c'est qu'on va voir les interactions qui vont se passer de manière simultanée entre le patient et son médecin. Je raconte toujours une consultation où finalement j'étais un peu trop tourné vers mon ordinateur et le patient attendait gentiment que j'ai fini de noter des choses, le contenu de la consultation, de l'examen clinique et de ce qu'il m'avait raconté sur ordinateur. Ça a peut-être pris un petit peu de temps. Et donc, finalement, quand j'ai regardé la vidéo ensuite, je me suis aperçu que mon patient, finalement, était en train de taper gentiment sur son smartphone
et d'être en chat avec je ne sais pas qui pendant la consultation. Vous voyez, donc un petit peu, il y a un élément important que soit filmé à la fois le patient et à la fois le médecin durant la consultation. Par contre, il est interdit, et ça c'était pour respecter le patient dans son intégralité, dans son intimité, il est interdit chez nous de filmer l'examen clinique. Quel que soit l'examen clinique, par contre, on peut enregistrer le côté sonore de la consultation durant l'examen clinique pour savoir ce qui se dit entre le patient et le médecin et pouvoir analyser ça secondairement. Les consultations filmées, nous avons préféré nous les faire filmer dans la matinée, de telle manière que l'étudiant puisse éventuellement l'après-midi, lorsqu'on a prévu cette séquence de supervision vidéo, que l'étudiant puisse regarder les vidéos, choisir la vidéo qui lui semble important de travailler en fonction des objectifs ou de ses difficultés, et que le maître de stage puisse aussi, éventuellement, sur l'heure du midi, regarder une vidéo ou deux et en choisir éventuellement une aussi à travailler avec son étudiant. Donc, pour regarder ces vidéos, élément indispensable, un ordinateur dédié à ça. Il ne faut pas que cet ordinateur soit relié de manière filaire ou par Wi-Fi à tout système qui puisse emmener la vidéo à l'extérieur du cabinet. Donc, nous avons préconisé à nos maîtres de stage que lorsqu'il y a une séquence de supervision vidéo, d'amener un ordinateur portable, de le relier à la caméra, de déconnecter cet ordinateur portable de tout système Wi-Fi en le mettant par exemple en mode avion et de manière à pouvoir lire les vidéos sans que celles-ci soient captées de l'extérieur. On a prévu de faire 3 séquences de supervision par semestre, généralement au 2e mois, 4e mois, 6e mois, pour voir un petit peu la progression, laisser à l'étudiant le temps de progresser durant ce temps-là, de travailler plusieurs compétences et de revoir faire un état des lieux avec une 2e séquence vidéo, puis une 3e. Par contre, élément extrêmement important, il a été défini comme étant obligatoire que ces vidéos doivent être absolument détruites la journée même de leur réalisation. Il est indispensable de les analyser. Et s'ils ne sont pas analysés, on n'en choisit que quelques-unes parmi l'ensemble des vidéos qui ont été filmées, l'ensemble des vidéos doit être absolument détruite en fin de journée, de manière à ce que cette caméra ne puisse pas être volée, emportée ou perdue, et qu'on retrouve ces éléments-là sur la carte vidéo. Donc ça, c'est un élément auquel tenait beaucoup le délégué à la protection des données, de façon à assurer la sécurité des données qui ont été recueillies. Donc l'organisation des séquences de supervision, fréquence, sur 6 mois, c'est 1, 3 et 6 mois, ou 2, 4, 6. Chacun s'arrange un petit peu comme il veut. Je dirais qu'il faut laisser quand même un petit peu de temps à l'étudiant pour se familiariser avec le cabinet. Donc, faire une séquence vidéo à moins de 1 mois, ça me paraît très, très compliqué. Moi, je pense que le faire à 2 mois, à 4 mois, et puis sur le dernier temps du stage, me semble un élément intéressant. On peut en faire plus, bien sûr. Certains maîtres de stage en font plus parce que l'étudiant étant très motivé, ayant compris l'intérêt de cette séquence supervision, eh ben, il veut dépasser un petit peu ce nombre, je dirais, minimum, et donc libre à lui de faire plusieurs séquences vidéo supplémentaires. Combien on supervise de séquences vidéo? En général, 1, voire 2, 3 maximum, parce que ça demande un certain temps. La sélection peut se faire soit par le maître de stage, soit par l'interne, mais une enquête avait montré que finalement, c'est plutôt l'ensemble, les deux conjointement, qui sélectionnent leur vidéo à analyser. Et là, on en retire un bénéfice supplémentaire plutôt qu'une séquence vidéo imposée par le maître de stage ou uniquement sélectionnée par l'étudiant qui n'intéresse pas le maître de stage. Le temps dédié à la supervision, il peut être relativement rapide si on se focalise sur un court élément, je dirais, à analyser, comme il peut aller très loin si on veut analyser l'ensemble de la consultation. Et on peut parfois avoir des temps de supervision qui peuvent aller jusqu'à 1h30. Donc, c'est un temps qui se prépare pour ne pas se laisser emboliser et ne pas être gêné dans sa consultation de la journée par ce temps de supervision. Ensuite, les séquences supervisées, c'est ce que je disais, un accord entre le maître de stage et l'étudiant.
un élément qui favorise énormément l'acceptation et la capacité de travail de l'étudiant, c'est la supervision inversée. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement que le maître de stage, lui, va se filmer aussi durant une consultation avec un patient et avec l'accord du patient, bien entendu. Et dans la journée, c'est ce premier temps de supervision, c'est l'interne, l'étudiant, qui va donc se positionner et qui va regarder cette vidéo et qui va en faire une analyse avec son maître de stage en disant, bah, voilà, moi j'ai relevé ci, votre façon de faire, votre façon de parler, votre façon d'agir, de regarder. Et puis, quand vous avez fait ceci, pourquoi est-ce qu'on peut aussi parler du soin? Je n'ai pas bien compris pourquoi vous aviez demandé tel et tel examen. Et donc, ça permet à l'étudiant de comprendre un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on analyse, et ça le met en position, je dirais pas de supériorité par rapport au maître de stage, bien entendu, mais ça lui permet de comprendre que finalement, le maître de stage, comme tout médecin, a ses capacités de communication et puis a ses défauts de communication ou des difficultés en fonction du temps de consultation ou de sa personnalité aussi pour communiquer avec son patient à certains moments de la journée. Et que finalement, tout le monde est perfectible dans ce domaine-là, ce qui l'aide à comprendre que finalement, il peut aussi, lui, se faire filmer, se faire analyser par lui-même et son maître de stage, et que finalement, on est tous égaux à peu près dans ce domaine-là, même si certains ont plus de facilité dans la compétence communicationnelle que d'autres. Et donc, ces critères de sélection aussi, l'intérêt, il faut sélectionner des motifs pédagogiques pour finalement être intéressant. On ne peut pas faire une supervision, je dirais, généralisée de toute la consultation sans avoir un objectif précis au préalable lorsqu'on commence cette supervision. Donc, avoir un intérêt pédagogique va motiver à la fois l'étudiant et les maîtres de stage et elle va permettre d'analyser la vidéo selon un certain angle. On peut aussi travailler selon les compétences, travailler la compétence communicationnelle bien sûr, mais travailler la compétence, je ne sais pas, coordination de soins, ou bien premier recours, comment on analyse ou on interroge le patient, l'examen clinique, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là, comment on l'annonce, comment on le conclut aussi, mais aussi on peut faire une analyse globale de la consultation si on a le temps et si l'étudiant est tout à fait d'accord comme le maître de stage. Alors, qu'est-ce que ça permet tout ça? Eh bien, ça permet d'observer la progression des compétences en pédagogie, c'est très intéressant. Ça permet surtout de mieux comprendre le déroulement de la consultation. Ça permet au maître de stage, finalement, de voir sans être présent, donc de faire une supervision directe, qu'on va dire différée. Et ça permet surtout à l'étudiant de se découvrir lui-même, de comprendre comment il agit, comment il se positionne avec son patient. Et ça, c'est une révélation extraordinaire pour eux parce qu'ils comprennent un petit peu finalement leur tic de langage, leur façon d'agir, et ça leur permet de se corriger et voire de se modifier, de s'améliorer dans ce domaine-là. Ça permet de choisir des compétences à superviser, on vient d'en parler, ce qui sont liées aussi aux familles de situations que l'interne doit rencontrer, les patients, les enfants, les femmes, les problèmes de santé de la femme, des choses comme ça. Ça permet de définir des objectifs d'amélioration sur une ou plusieurs compétences. Et surtout, ça permet d'essayer de faire en sorte que ce soit l'étudiant qui propose lui-même l'orientation pédagogique qu'il doit apprendre. Et puis, ça peut être validé par le maître de stage ultérieurement. Et donc, lorsqu'on est dans la synergie de la supervision, finalement, on a un accord qui se fait facilement entre le maître de stage et son étudiant. Ça permet d'éviter le jugement et ça permet surtout de mieux accepter le diagnostic et la prescription pédagogique qui est formulée par le maître de stage. Alors, qu'est-ce que donne la SODEV dans tout ça? La SODEV, finalement, c'est un outil qui nous permet de voir une consultation sans être présent, qui nous permet quand même à l'étudiant, finalement, de faire une propre évaluation à partir du même support qui va être livré au maître de stage pour faire son hétéroévaluation. Donc, on parle vraiment du même outil, de la même consultation, et donc il n'y a pas d'oubli ou bien de rapport de la consultation qui peut être transformé ou bien mal verbalisé par le patient parce que compris d'une certaine façon, alors que
le film va montrer une réalité tout autre. Et donc, c'est une consultation filmée complète. Et donc, on a la consultation de A à Z, sans oublier des éléments de la consultation. Ça permet de sélectionner des besoins et des priorités d'acquisition. Ça, c'est la grille qui nous permet de bien formaliser ça. Ça permet d'établir un diagnostic, une prescription pédagogique qui peut être argumentée, partagée par l'étudiant, acceptée par l'étudiant et le maître de stage. Et ça permet à l'étudiant de modifier sa façon d'agir en consultation et donc de changer son comportement de manière durable et répétée au fil des consultations. Et donc, finalement, ça permet de travailler un certain nombre de compétences, bien sûr la compétence relation, communication, verbale et non verbale. Alors, cette mise en œuvre, finalement, il y a une étude qui a été faite récemment par Touati, notamment à Créteil, et qui montre que finalement, la faisabilité, elle est bonne. Les patients acceptent majoritairement d'être filmés. Le matériel, ils ont utilisé à peu près le même matériel que nous, et donc il est facile d'utilisation, mais on voit que 51% seulement disent que c'est facile d'utilisation. La rétroaction, elle se passe le jour même que dans 70% des cas. Vous voyez, donc on a encore du travail à faire pour dire que finalement ça doit se faire que la même journée, sauf si le délégué à la protection des données dans cette faculté-là a autorisé le stockage de la consultation selon un certain format, dans un tiroir fermé à clé, enfin bon, avec une procédure de sécurité. À ce moment-là, pourquoi pas, hein, mais ça dépend de chaque faculté, de chaque délégué à la protection des données. Il ressort qu'il y a une très grande satisfaction de cet outil-là et qui pourrait être, d'après ceux qui ont été interrogés, mis en généralisé sur l'ensemble des départements de médecine générale de France. Apport dans la démarche diagnostique, décisionnelle, mais surtout un gros apport dans la technique de communication, dans la compétence en communication. Et donc, les compétences travaillées, finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que la compétence en communication. Bien sûr, celle-là est énormément travaillée, 93%, mais on a aussi des compétences sur l'approche du patient, la complexité du patient, sur l'éducation en santé et aussi sur le professionnalisme, puisque c'est un élément sur lequel les étudiants ont un petit peu de difficulté à comprendre un petit peu cette notion de cette compétence en professionnalisme. Là, ça permet un petit peu de l'aborder de manière plus facile. Et une autre étude a montré que le ressenti des patients, il est bon. Acceptation de la participation de manière générale. C'était une étude qualitative, donc il n'y a pas de pourcentage pour dire tant de patients ont réussi, bien sûr. Les patients disaient, et ça, on l'a tous constaté, moi le premier, lorsqu'on avait des patients, que la caméra est rapidement oubliée, tant par le patient qui ne s'en soucie guère que par le médecin qui oublie complètement la caméra qui est présente et qui se jette dans la consultation avec son patient et oublie complètement qu'il est filmé durant tout ce temps-là. Et donc, les patients relataient que ça permettait la mise en autonomie, la supervision, ça permettait de faire une bonne évaluation de la communication, que finalement, ça limitait le biais de mémorisation, on en parlait tout à l'heure, et finalement, ça permet au maître de stage qui n'est pas présent durant la consultation d'avoir l'assurance que le soin a bien été délivré et que le suivi a bien été coordonné, mis en place avec le patient. Pour autant, les patients disaient que ça ne peut pas forcément être le seul moyen d'évaluation pour comprendre comment progresse son étudiant. On est bien d'accord là-dessus. Une autre étude qui a été faite à Nice, qui a analysé le retour des internes de médecine générale, et qui montrait que finalement, il y avait quand même une appréhension qui était assez générale, assez majoritaire par les étudiants, et surtout chez les femmes plus que les hommes, puisqu'il y avait quand même une petite différence significative entre les femmes qui finalement appréhendaient un petit peu d'être filmées, leur image, comment elles allaient être perçues, regardées ensuite par elles-mêmes et par le maître de stage. Mais pour autant, il disait que finalement la supervision vidéo était quand même un petit peu plus intrusive et plus gênante finalement que lorsque on est en supervision indirecte, mais quand même moins gênante que quand on est en supervision directe avec le maître de stage qui est là dans son dos et qui regarde ce qu'on est en train de faire. Donc finalement, c'est un outil qui ne s'affranchit pas complètement et qui ne permet pas complètement d'évacuer cette crainte d'être vu, d'être regardé, mais c'est quand même mieux que la supervision directe.
Donc, l'appréhension, c'était se voir, bien sûr, comme toujours. Et ça, plusieurs études anciennes le mentionnaient déjà, mais ça persiste. Et ça, je pense que cette appréhension-là sera toujours mentionnée par les étudiants sur les premiers temps de supervision vidéo, bien sûr. Il faut s'habituer à ça. La performance aussi, la crainte finalement, surtout, c'est de ne pas avoir les bonnes connaissances et de montrer un déficit en connaissances médicales, mais également les difficultés relationnelles, la crainte de montrer qu'on ne parle pas bien, qu'on n'agit pas bien avec son patient et qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Par contre, ils disent tous que c'était très, très validant et ça permet de bien valider les tâches d'apprentissage et les compétences à acquérir. La réassurance, finalement, il mentionnait que c'était surtout si on transposait cette supervision vidéo en début de stage, et puis si on faisait tous ceux qui faisaient la pratique de la SODEV antérieurement, avant cette SODEV en SASPAS, et trouvaient que c'était beaucoup plus facile à aborder. Donc, je pense que l'aborder sur le premier temps de stage, ça pourrait être intéressant pour habituer au moins l'étudiant, ne serait-ce qu'à être filmé et à se regarder. Ça lui permettrait d'aborder ce temps de supervision vidéo en SASPAS de manière beaucoup plus sereine. Excusez-moi de vous interrompre, docteur Boulet, c'est un peu délicat, mais comme je ne sais pas où vous en êtes dans la présentation et que nous avons déjà dépassé le temps imparti, j'ai un peu peur que certaines personnes doivent partir et nous avons déjà quelques questions. Voilà, simplement si c'est possible de clôturer. Un grand merci. Désolée. D'accord, tout à fait, bien sûr. Donc, climat de confiance, hein, et donc il faut absolument que l'étudiant se sente en confiance pour pouvoir aborder cette supervision vidéo. Donc, il travaille beaucoup les habiletés communicationnelles, la démarche, et donc ça permettait de définir des objectifs d'amélioration beaucoup plus faciles. Donc, ça, on l'a dit, c'est dérangeant, ça permet d'identifier ses faiblesses. À Rouen, on a mis en place donc un questionnaire où on voit que certaines compétences ne sont pas toutes travaillées de manière égale durant le temps, surtout les compétences dépistage et continuité. Les axes de progression, finalement, ils le disent tous, c'est ce qu'ils ont ressorti durant plusieurs études, c'était la communication est beaucoup travaillée, la hiérarchisation des plaintes, mais dans d'autres compétences, c'était la prise en compte de la vie du patient, le premier secours, la vie du patient au projet de soins, son suivi. Tout ça, ce sont des axes de travail qu'ils ont listés et sur lesquels ils ont travaillé ensuite l'exploration des freins au changement, la prévention et le dépistage aussi. La grille est trop longue, trop complète pour certains, difficile à comprendre, donc ça nécessite d'être travaillé. Et donc, ils ont tous mentionné des points positifs qui étaient l'acceptation par les patients. Et les points faibles, le temps, le stress d'être filmé, bien sûr. Et la proposition, c'était d'alléger la grille et de l'introduire durant le premier temps de stage. Donc, finalement, c'est un outil qui nous permet aux étudiants de travailler, d'améliorer leur communication. Pour nous, c'est un outil qui nous permet aussi, en tant que maître de stage, d'être plus réflexif sur notre capacité à communiquer et de structurer la supervision. Et puis, pour le département de médecine générale, c'est un outil qui permet d'évaluer les compétences des étudiants et d'identifier les compétences peu abordées et d'évaluer la méthode pédagogique. Donc, je vais peut-être m'arrêter là et je vous remercie de votre attention.